OK? Donc, c'est ça. Si vous regardez correctement, tout ça a commencé, cette tentative, ce troisième grand moment-là, où est-ce que Trump et les patriotes sont arrivés pour libérer les États-Unis, a commencé avec, lorsque Trump a descendu, il a annoncé sa candidature à la présidence des États-Unis et quelques mois après, ils ont commencé à utiliser cette stratégie du Obamagate, hein, donc de présenter Trump comme un agent russe, etc. On en a parlé. Après ça, c'est la deuxième troupe. Quand ça n'a pas marché, il a été élu, puis etc. Ils sont passés rapidement à... ils avaient commencé en 2016 déjà, mais en disant que Trump était un Hitler. Là. On en a parlé à plusieurs reprises. Trump est un dictateur. Trump est un... Hein, et Trump a joué là-dessus. Hein, s'est moqué d'eux lors de la dernière campagne. Il a fait couler l'information qu'il aurait aimé avoir des généraux comme Hitler. Les démocrates n'ont parlé que de ça pendant un mois. Et ils ont perdu l'élection à cause de ça. Mais donc, la production ex nihilo à partir de rien d'un dictateur. Ça, c'est le premier point du manuel d'opération des révolutions colorées qui a été appliqué aux États-Unis depuis que Donald Trump est là. Quand la destitution pure et simple, la trahison et la destitution pure et simple ne fonctionne pas, on a besoin d'une stratégie. Le plan B, c'est une stratégie de révolution colorée. Et le point 1, c'est de produire un dictateur. Le point 2, c'est de voler les élections. Et le point 3, c'est créer de l'insurrection. Donc, on va voir ça ici, juste rapidement comme ça, je vais vous montrer. Vous me direz si ça... J'ai demandé des résumés à Perplexity parce qu'au lieu de me perdre en conjecture, j'ai souhaité vous faire ça un petit peu plus synthétique aujourd'hui. Donc, au sujet du dictateur, donc, il existe un schéma récurrent dans les analyses et les études sur les révolutions colorées qui souligne l'importance de présenter le dirigeant en place comme un autoritaire ou un dictateur lors des premières étapes des mouvements. Plusieurs sources expliquent les phases initiales des révolutions de couleur, impliquent souvent des mouvements de protestation dirigés contre un chef dépeint comme antidémocratique ou répressif, ce qui attise la colère populaire et délégitimise le régime. C'est ce qu'ils ont fait avec Trump. Ils sont en disant que c'était un dictateur, qu'il était autoritaire, etc. Ils font ça partout dans nos pays aussi. Hein. Ils attisent la colère populaire. Hein? Donc, il faut, en premier, si tu veux te débarrasser de ton chien, tu dis qu'il a la rage. C'est exactement ça. Et après ça, il dit, et ça, c'est des sources scientifiques, hein, il y en a plusieurs, là. Ces sources montrent comment les organisateurs des révolutions de couleur et les médias étrangers, là, c'est les médias nationaux, les médias étrangers utilisent souvent la présentation du dirigeant comme dictateur dans leur arsenal stratégique, alors que le régime en place s'efforce de retourner cette image par la propagande et le contrôle du discours public. La présentation du leader comme dictateur constitue donc à la fois une tactique des acteurs du changement et un enjeu crucial pour le pouvoir en place. C'est une question de perception. Donc, on essaie de présenter le bonhomme comme un dictateur et c'est ce que vous avez vu hein, depuis 2016 avec Trump. Des centaines, des milliers d'articles. Et ce que Trump doit faire, c'est d'éviter de tomber dans le piège. Donc, il doit effectuer un changement radical pour son pays sans tomber dans le piège du dictateur. Vous avez toutes sortes de trucs ici. Hein. Trump, le dictator on the rise, la montée d'un dictateur. C'était la même chose avec Poutine. Je vous ai expliqué ça dans le dernier web journal. Même chose ici. Ça, c'est des articles qui parlent de ça, justement, de la délégitimation et la création de dictateurs, donc les révolutions colorées, Delegitimation of Opposition, Spice with Anti-Western Propaganda, etc. Il y a plusieurs articles, c'est cité par... des exemples de ça, c'est par exemple Yanukovych en Ukraine, qui a gagné les élections en 2014 et qui a été dépeint comme un dictateur. Et les États-Unis, à travers les réseaux Victoria Nuland, du département d'État ont créé Maïdan, la révolution colorée en Ukraine en 2013-2014, afin de faire tomber ce pays qui est une partie intégrante du grand échiquier selon Zbigniew Brzezinski. Zbigniew Brzezinski, dans le Grand Chessboard, dit l'Ukraine occupe une place importante dans l'Eurasie, sur l'échiquier eurasiatique. C'est un pivot géopolitique, etc. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Mais donc, comment ils ont fait ça? Ils ont dépeint celui qui avait gagné légitimement les élections, Yanukovych,
comme un dictateur, et là, ils ont créé du mécontentement, et tous les réseaux comme pro-démocratie, de la CIA et du département d'État sont sortis dans la rue, menés par les néo-nazis et les groupes d'extrême droite, et ont pris l'assaut le Parlement, etc., etc. Ils ont fait la même chose en Géorgie avec Shevardnadze, Édouard Shevardnadze, qui était, je pense, ministre des Affaires étrangères à la fin de l'URSS. Shevardnadze, vous voyez ici avec Bush et avec Jim Baker, c'était un chouchou des États-Unis. Et les États-Unis, dans leur stratégie de révolution colorée, d'expansion de l'OTAN, il y avait des expansions physiques de l'OTAN. Puis après ça, il y avait tu renverses des pays qui sont favorables, qui de l'ancienne URSS, là, qui sont dans la zone d'influence de la Russie. Tu les renverses, qui produisent des dictateurs, tu les renverses avec des révolutions colorées. Puis après ça, ces pays-là deviennent membres de l'OTAN. C'est ça le truc. Hein. C'était ça, comme la Serbie et tout ça. Si le pays est sympathique à la Russie, ben, il ne peut pas être membre de l'OTAN. Alors, ce que tu fais, c'est que tu renverses le dirigeant qui est sympathique à la Russie, tu dis que c'est un dictateur, tu mets en place ton homme à toi, comme Mikhail Saakashvili en Géorgie. Ça, c'était pour lui que travaillait Raphaël Glucksmann. Hein? Oui, Raphaël Glucksmann, là. Tous les réseaux de la CIA, Saakashvili qui a étudié aux États-Unis, c'est les réseaux de la CIA. Là. Je pense qu'il est même il fait partie de plusieurs think tanks américains et tout. Et donc, tu remplaces Shevardnadze par Saakashvili. Même chose avec Kadhafi. Hein, il y a plein de photos où est-ce que Kadhafi va serrer la main de... comment il s'appelle, là, Sarkozy, et là, finalement, clac, tu dis que c'est un dictateur, et tout d'un coup, tu pivotes sur un dissous, tu dis que c'est un dictateur, puis là, tu as la raison, tu vois, ici, pour intervenir et remplacer le gouvernement. Ça, c'est Clinton, là-bas. Clinton avec l'ambassadeur Stevens. Et avoir le film 13 Hours. Mais ça, c'est juste un résumé rapide. Mais c'est ça. Donc, la création d'un dictateur est importante pour avoir une justification d'intervenir. Le deuxième point, c'est la fraude électorale. Et là, pensez, encore une fois, c'est penser à Trump, c'est ça. Donc, création d'un dictateur. Après ça, c'est fraude électorale. On sait ce qu'ils ont fait aux États-Unis. Hein? Mike Pence a aussi tout expliqué ça, c'est-à-dire les réseaux de l'OTAN, de la CIA, etc., les réseaux Atlantis, de quelle façon se sont retournés contre leur propre population, ont commencé à s'impliquer dans les élections pour frauder. On a vu ça en France, on a vu ça en Roumanie, etc. Et ici, donc, dans les révolutions colorées, donc, la plupart des révolutions de couleur en Europe de l'Est et en Asie centrale sont déclenchées par des fraudes électorales flagrantes. En Serbie, en Géorgie, en Ukraine, au Kyrgyzstan, les gouvernements en place manipulent les résultats des élections pour se maintenir au pouvoir. Lorsque la fraude électorale est mise au jeu par des observateurs indépendants et les médias, elle devient sur le point de ralliement pour l'opposition qui organise ou les manifestations de masse exigent l'annulation du scrutin, etc. La contestation autour de la fraude électorale permet à l'opposition de mobiliser l'ensemble de la société, etc., etc. D'après l'article académique Enough is Enough, toutes ces révolutions partagent ce point commun. Une élection a lieu, les résultats sont largement perçus comme sérieusement manipulés par le régime en place. Des manifestations de masse éclatent dans toutes les... je lis trop vite là. Des manifestations de masse éclatent dans toutes les situations et finissent par entraîner la démission du président ou l'annulation des élections permettant à l'opposition de prendre le pouvoir. En résumé, la révélation de la fraude électorale joue le rôle de déclencheur central dans les révolutions de couleur. Et donc, ça, c'est un autre truc qu'on a vu avec Trump, etc. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, la manipulation des élections, de la fraude, etc., autant en 2016 qu'en 2020. Et c'est là qu'intervient ce que Tulsi Gabbard a dit. Hein, mais évidemment, c'est renversé contre Trump. Mais c'est le même playbook, c'est-à-dire que les trois éléments centraux des révolutions de couleur, c'est la création d'un dictateur, toute la situation d'embroglio autour de la fraude électorale, et après ça, la production d'insurrection. Comment on sait qu'ils ont créé un système de révolution de couleur aux États-Unis? Ben pour contrer Trump, le Time Magazine nous l'a révélé dans l'article qui s'appelle The Secret History of the Shadow Campaign That Saved the 2020 Election. On en a déjà parlé encore une fois, mais allons-y encore une fois. Deuxième, parce que ça explique pourquoi, encore une fois,
Ben, ça explique tout ce qui se passe depuis 2016, du Obamagate jusqu'au la garde nationale dans les rues présentement. Et ce contre quoi Trump s'est battu, c'est une tentative de destitution, d'une part, et par la suite, d'autre part, un système de révolution colorée appliqué à l'intérieur des États-Unis. C'est pour ça que c'est de la très, 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 très haute trahison. Les gens qui sont là-dedans vont éventuellement payer. Donc, un deuxième phénomène étrange s'est produit au milieu des tentatives de Trump pour renverser le résultat. Des entreprises américaines se sont retournées contre lui. Des centaines de grands chefs d'entreprise, dont beaucoup avaient soutenu la candidature de Trump et sa politique, l'ont appelé à céder. Le président sentait que quelque chose clochait. C'était très, très étrange, a déclaré Trump le 2 décembre. Dans les jours qui ont suivi l'élection, nous avons assisté à une tentative orchestrée de sacrer le vainqueur, alors même que de nombreux États clés étaient encore en cours de dépouillement. Les médias sont sortis comme ils ont un rôle aussi un petit peu partout, là. Ils ont presque immédiatement dit que Biden était le président élu. Ils ont essayé de certifier l'élection le plus rapidement possible, alors qu'il y avait comme un décompte encore une fois partout et tout le monde sortait pour dire à Trump de céder, etc., de céder la victoire et tout. Une conspiration se tramait en coulisses, visant à la fois à limiter les manifestations et à coordonner la résistance des PDG. Ces deux surprises résultaient d'une alliance informelle entre militants de gauche et magnats du monde des affaires. Le pacte fut officialisé par une déclaration conjointe, inspirée par les manifestations massives, parfois destructrices pour la justice raciale de l'été. Ça, c'est Floyd, ce qu'on dit là, dans lequel les forces de travail s'unissaient à celles du capital pour maintenir la paix, et là, c'est le mot-clé, pour s'opposer à l'assaut de Trump contre la démocratie. Trump était une menace à la démocratie. Rappelez-vous aussi, les complotistes ont été... les gens qui refusaient le vaccin, qui manifestaient pour les libertés, étaient des menaces à la démocratie. En 2020, il y a eu cette arrivée du concept de menace à la démocratie. Avant de je vais revenir à menace à la démocratie, là, mais je veux juste finir ça ici, l'article. La poignée de main entre les entreprises et les syndicats n'était qu'un élément d'une vaste campagne transpartisane visant à protéger l'élection. Une extraordinaire opération de l'ombre visant non pas à remporter le vote, mais à garantir qu'il soit libre et équitable et non corrompu. Une coalition, plus là, il présente ça sous de beaux jours, là, pour consolider les institutions américaines, alors même que celles-ci étaient attaquées simultanément par une pandémie impitoyable et un président aux tendances autocratiques. Tu vois, Trump, il n'a jamais... Trump a toujours respecté les décisions de justice. Il n'y a jamais eu... Sur la base de quoi tu dis autocratique? C'est-à-dire, il a toujours agi dans le cadre légal, mais c'est comme ça qu'on le dépeint. Donc, encore une fois, menace à la démocratie, tendance autocratique, etc. Et donc, leur travail a touché tous les aspects de l'élection. Ils ont convaincu des États de modifier leur système de loi de vote, le vote par la poste, etc. Et là c'est ce que Tulsi Gabbard dit, c'est un système frauduleux. Donc, ils ont convaincu les États de modifier leur système de loi de vote et ont contribué à obtenir des centaines de millions de dollars en financement. Ils ont incité des millions de personnes à voter par correspondance. Ils ont adopté des mesures en ligne pour lutter contre la désinformation. Si tu disais que l'élection était volée, tu te faisais censurer. Empêchant les théories du complot et fausses, etc. Donc, vous voyez ça? Ça, c'est... donc, le vol des élections et tout ça a été certifié. Heureusement qu'il y a eu un système de continuité de gouvernement qui a été mis en place. Trump ne s'est pas trop battu. On l'a remarqué qu'il ne s'était pas trop battu et c'est parce qu'il y avait un plan avec Joe Biden et le système de continuité de gouvernement. On reviendra un jour sur le système de continuité de gouvernement parce que lors de mon entrevue avec Idriss Aberkane, c'est probablement, j'ai vu les commentaires en dessous, puis sur d'autres sites qui ont relayé, comme Égalité et Réconciliation, qui ont relayé l'entrevue, les gens disaient « Ouais, Cossette, c'est complètement gouré, disait que Biden allait se faire arrêter, etc. » J'ai jamais dit ça. J'ai dit que, encore une fois, je veux dire, c'est les gens qui ont arrêté d'écouter puis qui ont juste comme... ouais, ça me fait chier, ça. J'ai dit que jamais, compte tenu de... j'ai dit que jamais les patriotes allaient laisser l'État profond reprendre le contrôle de l'exécutif. Et c'est pas ça. Et justement, c'est ça qui s'est passé. Ils n'ont jamais laissé l'État profond reprendre le contrôle de l'exécutif. Mais je referai une fois, éventuellement, quand les choses se seront calmées, qu'on aura du temps, un topo sur la continuité de gouvernement, tout ce que j'ai dit et tout ce qui s'est passé.
En Europe, ils le comprennent. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le comprennent, ce truc-là. C'est mal compris. Et puis, mais donc, c'est ça. Et le point 3, c'est finalement, c'est l'insurrection. Donc, encore une fois, et là, pensez au 6 janvier, pensez aux émeutes raciales, justement, qui ont été le point de départ de ce gouvernement de l'ombre pour sauver l'élection contre les mesures du dictateur Trump. Les émeutes de l'été 2020. Et après ça, le 6 janvier, c'est encore une fois, c'est dans le manuel d'opération des révolutions colorées de l'État profond et appliqué aux États-Unis, renversé contre Trump. Les émeutes, par exemple, exactement ça, vous voyez. Donc, les émeutes et la prise d'assaut du Parlement constituent souvent une étape intégrale, voire emblématique des révolutions de couleur. Bien que ces mouvements soient en général décrits comme non violents, plusieurs cas célèbres montrent que lors d'un basculement critique, la contestation peut dégénérer en actes de violence collective, y compris des émeutes par la pénétration, voire l'occupation des édifices de pouvoir en place. Il donne des exemples, et après ça, il dit « En résumé, les émeutes et l'assaut du Parlement servent de point culminant aux révolutions de couleur, marquant le moment où la protestation massive se transforme en changement politique effectif. Elles incarnent la prise de contrôle populaire, la rupture du système, le reste, malgré la complexité des enjeux, un symbole marquant, et reste, malgré la complexité, un symbole marquant de ce type de soulèvement. Ils ont fait exactement ça en Serbie en 2000, les manifestations comme ça, ils ont pris d'assaut le Parlement serbe, et après ça, Milosevic est parti en cavale et il s'est caché pendant plusieurs années, il a été arrêté et jugé. Et après ça, même chose en Géorgie, prise d'assaut du Parlement par les manifestants de la Révolution des Roses et place l'agent de la CIA, ami de Mikhail, Raphaël Glucksmann, Saakashvili en place. Même chose en Ukraine, on l'a expliqué, Yanukovych avec Maïdan, c'est les groupes d'extrême droite organisés et appuyés par le Canada qui ont mené la charge. Et aux États-Unis, même chose avec l'élection de 2021, la prise d'assaut du Capitole. Et qui a mené la charge? C'est les Antifa, etc. Des agents provocateurs. Il y en a eu plusieurs là, qui n'ont jamais été embêtés, qui disaient aux gens, on les a sur vidéo, qui disaient aux gens, il faut rentrer dans le Capitole, il faut rentrer dans le Capitole. Nick Fuentes, là, dont on entend beaucoup parler, faisait partie de ceux-là, des gens qui incitaient les gens à rentrer puis à y aller. La police qui a ouvert les barricades puis qui disait aux gens de venir. Puis les Antifa qui étaient partout avec des masques, etc., pour mal faire paraître Donald Trump et lancer, certifier, finaliser, cristalliser le résultat de l'élection volée de 2020 et de partir le processus pour la deuxième destitution, le deuxième impeachment du président Trump. Donc, c'était sur la base de cette insurrection-là que ça a commencé. Donc, c'est ça. Je reviens, oui, justement, sur menace à la démocratie. Rappelez-vous, en 2020, on l'a analysé, je pense que c'est dans le web journal Le Point Oméga. Je ne suis pas certain, mais je pense que c'est ça. Cette espèce de changement du discours où on a commencé à dire, il commençait à avoir de plus en plus de mécontentement dans la population et des manifestations un petit peu partout dans le monde. Et la première fois où j'ai entendu menace à la démocratie, c'est à l'Assemblée nationale du Québec. C'est la petite Catherine Fournier qui est allée en commission parlementaire en disant que ceux qui manifestaient contre les mesures sanitaires étaient une menace à la démocratie. Après ça, elle a fait toutes sortes d'opérations contre les complotistes. On lui a donné la mairie de Longueuil, etc. Et puis là, elle est installée là à vie. Fait que, donc, c'est ça. Même chose avec, en 2020, on se rappellera du reportage, notamment, je parle d'ici, le reportage d'enquête avec Brigitte Noël, où est-ce qu'ils ont essayé de nous présenter Radio-Québec comme une menace à la démocratie, des gens qui encourageaient la violence, etc. Alors que j'avais passé la dernière année à dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait de violence, qu'il fallait être exemplaire, etc. Mais c'était le truc, menace à la démocratie. Puis là, il faisait parler des experts et puis des spécialistes qui disaient menace à la démocratie. Puis tout le monde disait, c'était dans le discours public, c'était la nouvelle trope, c'était menace à la démocratie. Eh bien, bizarrement, ça a commencé comme au Québec. On dirait qu'ils ont comme rodé ça ici. Puis après ça, avec
Ça a commencé à sortir là, vers la fin 2020, début 2021, avec le 6 janvier. Trump menace à la démocratie, etc., etc. Donc, Trump est un autocrate dictateur, menace à la démocratie. Il y a toute la question de la fraude électorale. On va lui voler les élections, que ce soit avec les machines Dominion ou avec le vote par la poste, etc., etc. Et puis après ça, des manifestations comme à l'été 2020 avec George Floyd, etc. C'est ce qu'on voit c'est ce qu'on voit partout, partout, partout dans les systèmes de révolution colorée. Donc, et là, on est sur le point de la reddition de comptes et on a l'impression que des accusations vont tomber. En fait, c'est ce que Mike Flynn dit. Mike Flynn disait dans une entrevue avec Lara Logan, il disait il parlait de plusieurs grand jury qui avaient été mis sur pied pour différentes affaires. Les grand jury, aux États-Unis, un grand jury, c'est comme à peu près une dizaine de citoyens à qui on présente la preuve, puis qui vont dire est-ce qu'il y a suffisamment de preuves pour aller en procès. C'est juste ça, un grand jury. Donc, pour pas que. J'ai l'impression que c'est pour éviter, genre, des procès abusifs, là. Donc, les gens doivent vraiment se dire, genre, est-ce qu'il y a réellement. Est-ce que c'est pas le pouvoir qui va utiliser la justice pour frapper, là? On pourrait utiliser une mauvaise utilisation de la justice comme pour régler des comptes. Non, les citoyens doivent dire, est-ce qu'il y a suffisamment de preuves pour aller en procès? Et il y a 2 jours, avec Lara Logan et il a dit, et il y a potentiellement en Pennsylvanie, je pense que celui de Pennsylvanie pourrait être, pour ce que je crois être, une bombe encore plus grosse qui va sortir ici, et cela a à voir avec les élections de 2020. Donc, on l'entend depuis un certain temps, ça, qu'il y a un grand jury au sujet de l'élection de 2020. Mike Flynn vient de confirmer, et Tulsi Gabbard en parle. Encore une fois, l'élection a été volée en 2020 et il y a eu un système de continuité de gouvernement qui a été mis en place. On expliquera un jour à nos amis français qui n'ont pas suivi, on leur fera un topo là-dessus. Mais Tulsi Gabbard en parle depuis pratiquement le début un mois après son assermentation. Donc, le 9 avril, Tulsi Gabbard backs paper ballots. Elle appuie le système avec des bulletins de vote en papier, hein, parce qu'elle dit justement que les systèmes de vote électronique sont vulnérables. J'avais montré les clips, je pense, à chacune de ces, mais là, on vous montre l'ensemble. Elle l'a répété le 2 juin, donc 2 mois plus tard, lors d'une rencontre, c'est les rencontres avec le président, tous les ministres, les presidential briefings. Elle a encore une fois dit que le système de vote électronique était compromis, que les machines étaient compromises et que il fallait se diriger plus vers un système de bulletin de vote par papier. Elle a répété ça le 2 août, il y a 3 semaines. Gabbard hits on coming 2020 election fraud revelations. Ça, c'était justement de ça dont parle Mike Flynn, je pense. Au Benny Show, elle est allée et elle a dit en entrevue au Benny Show qu'il allait avoir beaucoup plus d'informations et des révélations au sujet de la fraude électorale en 2020. Donc, ce que Trump est en train de faire présentement, c'est de démanteler le système de ce débat contre un système de révolution colorée et va utiliser finalement la force de l'adversaire contre eux. C'est le truc du judo ou de l'aïkido, finalement, c'est que tout ce qu'ils ont fait avec la révolution colorée va finalement se retourner contre eux, notamment au sujet de toute cette histoire de dictateur. C'est pour ça que Trump doit être au-dessus de la mêlée. Trump peut pas... il faut qu'il ait l'air au-dessus de la mêlée. Il ne peut pas se mêler de certaines enquêtes. Il doit être gentil avec tout le monde. Il doit dire que von der Leyen est une personne fantastique. Rappelez-vous ce que les gens disaient. Mais pourquoi il dit ça? Oui, il doit avoir l'air d'un leader. Il doit éviter le piège du dictateur. Si tu tires sur Macron, tu tires sur von der Leyen comme ça, puis tu n'es pas diplomate. C'est quoi la caractéristique d'un dictateur, d'un autocrate, là? C'est quelqu'un qui il va rompre les relations rapidement, il va être vindicatif. Comment on les dépeint, là?
imaginez-vous un dictateur, il règle ses comptes, c'est des vengeances personnelles, il utilise la justice pour ses propres fins. Eh bien, c'est tout ça, tous ces points 1, 2, 3, 4 que Trump doit éviter parce que c'est ce qu'on essaie de lui coller dessus. Et quand vous regardez son comportement, puis vous dites, ouais, mais pourquoi il ne fait pas ça? Parce qu'il veut éviter l'appellation de dictateur, qui est le point 1 de toutes les révolutions colorées. Donc, il faut qu'il soit au-dessus de la mêlée, puis laisse les personnes en dessous de lui faire des choses. Sa ministre de la Justice, qui finalement... en tout cas, et tu sais, Tulsi Gabbard, et c'est pour ça que Tulsi Gabbard, j'avais dit lors de la nomination de Tulsi Gabbard, rappelez-vous le web journal où est-ce que je parlais de chacune des nominations, j'avais dit, il a choisi une démocrate parce que les révélations qu'elle va faire, on a besoin d'une personne bipartisane au-dessus de la mêlée. S'il avait choisi quelqu'un de MAGA, très, très, très MAGA, eh bien, ça aurait eu l'air vindicatif de sortir les informations sur Obama, par exemple, ou etc., la fraude électorale. Donc, il y avait besoin d'une démocrate pour le faire, une personne neutre et objective, parce que c'est ça. J'avais expliqué ça à l'époque. Et donc, c'est ça. Donc, là, on arrive à la période de reddition de comptes. Et qu'est-ce qui reste au camp d'en face? C'est de l'insurrection dans les rues. Si tu arrêtes Barack Obama, je l'ai déjà expliqué, là, George Floyd, ça a créé des émeutes dans 20 villes à feu et à sang. Si tu t'arrêtes, s'il y a des arrestations contre Barack Obama, la tentation de l'État profond, ils auraient été tentés de créer des insurrections encore pires que George Floyd, une réelle guerre civile, peut-être avec des coups de feu, des armes à feu. Vous en prenez au premier président noir des États-Unis. C'est un règlement de compte. Et donc, Trump doit être au-dessus de la mêlée. Puis vous le voyez dans ses réactions. Ah, j'ai pensé que c'était une mauvaise chose de mettre Hillary Clinton en prison. Là, je la remercie. C'est pour ça qu'il est gentil avec tout le monde. Je la remercie. Je pense qu'elle a dit, c'est-tu elle qui a dit ouais, que Trump avait fait un bon coup avec la Russie. Et puis elle a dit, je la remercie, etc. Donc, il doit être au-dessus de la mêlée parce que il doit mener une opération musclée de nettoyage du marais tout en évitant le truc de dictateur. Comprenez-vous l'espèce de jeu de futambule? C'est-tu funambule? Futambule, c'est un bar à Montréal. D'équilibriste, il marche sur un truc comme ça, là, puis c'est pratiquement impossible. Je veux dire, c'est un tour de force incroyable. Et donc, toutes ces choses-là doivent sortir, sont en train de sortir. Et là, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien à l'État profond, sauf la guerre civile, l'insurrection, etc. Et c'est pour ça qu'on déploie dans les rues de 19 villes américaines la garde nationale. C'est pas juste à Washington, D.C., ça a été élargi à pratiquement toutes les villes. National Guard troops are now set to mobilize across 19 states over the coming weeks. They are going to help Homeland Security execute a sweeping federal crime and immigration crackdown that is underway now. The order is effective August through mid-November, Fox News is learning. Dans 19 villes jusqu'à la mi-novembre. Ça ne peut pas être juste pour le crime. Vous comprenez? Ça ne peut pas être juste pour le crime. Avec tout ce qui sort, on sait que c'est sur le point de sortir, là, la fraude électorale, tout ça. Et qu'est-ce que les membres de l'État profond ou les personnes du camp d'en face pourraient avoir envie de faire? Eh bien, c'est des trucs comme renverser tu as perdu la partie d'échecs, tu donnes un coup de main sur le jeu, tu renverses le jeu, tu renverses la table, tu crées des insurrections. C'est le tout pour le tout. Je pense que les États-Unis ont été sécurisés au niveau de des trucs comme une bombe sale avec uranium ou des trucs comme ça. Je pense que le territoire américain a été... ils ont bien pris ça. Ils ont pris le temps de sécuriser ça. Là. Mais ce qu'on pourrait avoir, c'est une guerre, un début de guerre civile réelle. En présentant Trump, parce qu'il continue à le présenter comme un dictateur qui règle ses comptes, etc. Donc, lui doit éviter ça. Et puis, on doit éviter, mais on ne peut pas prendre de chance. Et donc pensez à tout ce que j'ai expliqué, le fait de placer de faire ça étape par étape. Et là, on arrive au moment où est-ce qu'on sent que, avec les révélations de Tulsi Gabbard sur l'élection et sur le Obamagate, ben, on se dirige vers comme du solide, là. Et ça vient comme... Donc,
chapeauter, sécuriser le territoire américain sous couverture de la chasse au crime. Mais là, tu prends le soin de mettre des petites grosses de 4 pieds 2 pour montrer que l'armée n'est pas vraiment menaçante. Est-ce que c'est... donc, vous comprenez un peu, c'est ça je vais commencer à être redondant. Mais, et donc, ça, c'est